installé sur un canot pneumatique qui traverse le détroit de Gibraltar de nuit, à toute vitesse, pour ne pas être vu. D'autres chargements prennent la route des principaux ports marocains, Tanger, Casablanca, et sont chargés sur des bateaux, soit à l'insu de l'armateur et des douaniers, soit avec leur bénédiction, en échange de quelques billets. Une fois en Espagne, de nouvelles équipes prennent le relais, et la tâche se simplifie. Il n'y a plus que des frontières terrestres, et la libre circulation des personnes et des biens en Europe, grâce à l'espace Schengen, facilite le trafic. Le cannabis est récupéré et conditionné au niveau de la Costa del Sol, en Espagne. Cette plaque tournante permet aux trafiquants de charger la drogue dans des véhicules, pour ensuite la distribuer dans toute l'Europe de l'Ouest. Mais, même si le Maroc est un producteur majeur, il n'est pas le seul. Laissons de côté notre chargement, et, avant qu'il ne poursuive sa route, intéressons-nous aux autres pays producteurs. De plus en plus, l'Espagne s'affirme elle aussi comme haut lieu de la production, et non plus comme simple pays de transit. Les cultivateurs espagnols se spécialisent dans l'herbe, se différenciant des importations marocaines, qui demeurent largement spécialisées dans la résine. Cette nouvelle donne s'explique par la contraction des cultures marocaines, et aussi par une meilleure surveillance de la frontière par les autorités espagnoles, conjointement avec les autres pays membres de l'Union. Cette production espagnole se concentre dans le sud du pays, plus pauvre, même si certains espaces ruraux du nord sont aussi concernés. Il y a aussi un deuxième pays producteur majeur en Europe, d'où notre chargement aurait tout aussi bien pu partir, les Pays-Bas. Ils jouent le rôle de plaque tournante pour les drogues en général en Europe. Pour la culture du cannabis, tout commence dans les années 50 et 60 par une prise de contact entre de petits cultivateurs américains et néerlandais, qui sont alors plus des passionnés que des trafiquants. Ils échangent techniques et savoir-faire, ils expérimentent avec la plante. La guerre contre la drogue, initiée par Nixon, et poursuivie par ses successeurs, conduit à la recherche de nouveaux terrains d'expérimentation, par exemple aux Pays-Bas, où le cadre juridique est nettement plus favorable. De nouvelles variétés de cannabis, adaptées au climat tempéré, sont créées, et la culture en intérieur croît sensiblement dans le pays dans les années 80. Le crime organisé néerlandais, d'habitude tourné vers la production et le trafic de drogue de synthèse, saisit l'opportunité, et développe la production intensive de variétés d'herbes très potentes grâce au capital technique des petits producteurs. La production finit par satisfaire la demande locale, elle est alors de plus en plus exportée, et les plantations elles-mêmes sont délocalisées. On en retrouve de plus en plus en Belgique, surtout en Flandre, et même dans le nord de la France, pour satisfaire le marché français. Justement, la France, un pays à l'origine essentiellement consommateur, devient, de plus en plus, un pays producteur avec ses propres spécificités. On retrouve par endroits des modes de culture inspirés par le modèle néerlandais, dans la région lilloise par exemple. La forte densité de population implique un marché vivace, et les nombreuses friches industrielles permettent une culture en intérieur à grande échelle. Mais l'essentiel de la production française relève plutôt de petites exploitations décentralisées. Il s'agit de cultures plus réduites, qui renoncent aux économies d'échelle pour garantir une plus grande discrétion de la production. Ces exploitations se retrouvent surtout dans les territoires ruraux, et notamment dans les espaces isolés, où la présence policière est moindre, où les regards indiscrets sont plus rares. La commune de Pertuis, dans le Vaucluse, est ainsi devenue un haut lieu de la production de cannabis dans la région.